Les lumières fluorescentes du couloir d'une maison de retraite de Pennsylvanie vacillent sur les murs blancs et stériles. Il est 2h47 du matin et le silence n'est rompu que par le bourdonnement lointain des équipements médicaux et le pas feutré des infirmières de nuit veillant sur leurs patients. Derrière la porte 237, le bip régulier d'un moniteur cardiaque se transforme soudain en une alarme frénétique. Puis, plus rien. La ligne plate transperce l'obscurité de sa tonalité implacable et accablante. Des infirmières se précipitent devant la caméra, leurs pas résonnant sur les sols en linoléum usés par des décennies d'urgences similaires. Mais quelque chose semble différent ce soir. La même chose qui semblait différente la semaine dernière et la semaine d'avant. Dans la salle de pause, les conversations chuchotées s'arrêtent brusquement lorsque les superviseurs passent. Les familles posent des questions gênantes pendant les heures de visite. Les certificats de décès s'accumulent à une fréquence troublante, chacun signé avec le même détachement clinique, les mêmes événements cardiaques inexpliqués. Les chiffres ne mentent pas, même quand tout le monde essaie de les ignorer. Les taux de mortalité grimpent en flèche pendant certains quarts de travail. Des patients qui semblaient stables au dîner sont retrouvés froids au petit matin. Les personnes âgées meurent dans les maisons de retraite. C'est une chose attendue, mais pas comme ça. Pas avec une telle précision mécanique, pas avec cette efficacité silencieuse qui ne laisse aucun témoin, aucune explication, seulement des lits vides et des familles en deuil qui avaient confié leurs proches à des soins professionnels. Au printemps 2023, les rumeurs ne pouvaient plus être contenues dans les bureaux administratifs et les réunions du personnel. Des patients mouraient, non pas de vieillesse ou de maladie, mais de quelque chose de bien plus sinistre. Quelqu'un en blouse médicale, quelqu'un à qui l'on avait confié les vies les plus vulnérables de la société, se déplaçait dans ces couloirs comme une ombre. Dans des lieux destinés aux soins et à la dignité, quelqu'un avait transformé la miséricorde en meurtre. Dans la petite ville de Butler, en Pennsylvanie, Heather Irene Presdy rêvait autrefois de sauver des vies. Née dans une famille de la classe ouvrière en 1982, elle était le genre d'enfant qui soignait les oiseaux blessés et parlait sans cesse de devenir médecin. Sa mère faisait des doubles quarts dans un restaurant local, son père réparait des voitures dans le garage de leur jardin. Ils économisaient chaque centime pour donner à leur fille les opportunités qu'ils n'avaient jamais eues. Ses professeurs se souvenaient d'elle comme d'une élève brillante, déterminée, peut-être trop déterminée. Même à l'école primaire, Heather devait être celle qui pansait les genoux écorchés dans la cour de récréation, celle qui organisait les autres enfants pendant la récré. Elle possédait une intensité qui mettait les adultes mal à l'aise, un besoin de contrôler les situations qui dépassait le simple leadership enfantin. Lorsqu'elle annonça à l'âge de 12 ans qu'elle deviendrait infirmière, personne ne le remit en question. Cela semblait être son destin. Sa famille la poussait sans relâche vers la réussite scolaire, considérant l'éducation comme le billet de leur fille pour une vie meilleure. Mais l'école d'infirmière du Butler County Community College révéla des fissures dans cette façade soigneusement construite. Ses camarades de classe se souvenaient de sa frustration lorsque les patients ne suivaient pas les instructions, de son impatience visible envers ceux qu'elle jugeait difficiles ou non coopératifs. Lors des stages cliniques dans les hôpitaux locaux, les superviseurs notèrent sa tendance à travailler seul, sa réticence à demander de l'aide et ses critiques acerbes envers les patients qui se plaignaient de la douleur. Elle obtint son diplôme avec de bonnes notes et des lettres de recommandations élogieuses. Mais quelque chose de fondamental avait changé. La jeune fille qui pleurait autrefois pour des animaux blessés parlait maintenant des patients avec un détachement clinique. Ses premières évaluations de performance louaient ses compétences techniques tout en notant discrètement des défis interpersonnels et une difficulté avec l'empathie. Ce que personne ne réalisait, c'est que ce ressentiment se cristallisait en quelque chose de bien plus sombre, la conviction qu'elle seule comprenait ce dont ses patients avaient réellement besoin. Le début de sa carrière devint une série de nouveaux départs et de ponts brûlés. Les administrateurs d'hôpitaux l'embauchaient sur la base de références impressionnantes, pour ensuite voir des conflits éclater en quelques mois. Elle passait d'un établissement à l'autre, cherchant toujours de nouveaux postes, trouvant toujours à redire à son ancien lieu de travail. Ses collègues décrivaient un schéma, une compétence initiale suivie de conflits croissants, de plaintes concernant des collègues paresseux et de critiques de plus en plus vives des normes de soins aux patients.
En 2022, 20 ans après le début de sa carrière d'infirmière, Heather Presday était devenue quelqu'un de totalement différent de la jeune femme idéaliste qui avait embrassé la profession. Le système de santé l'avait usée, du moins c'est ce qu'elle se disait. Les coupes budgétaires signifiaient des charges de patients plus lourdes. Le manque de personnel signifiait travailler des doubles quarts. La bureaucratie administrative signifiait une paperasse sans fin qui l'empêchait de prodiguer de vrais soins aux patients. Elle regardait ses collègues démissionner d'épuisement pendant qu'elle endurait, se convainquant que sa persévérance la rendait supérieure. Travaillant de nuit chez Quality Life Services, elle se retrouvait seule avec les plus vulnérables, des patients âgés atteints de démence qui criaient dans la confusion, ceux qui étaient trop faibles pour appeler à l'aide, des résidents dont les familles visitaient rarement et ne remarqueraient pas de changements subtils. Dans sa pensée de plus en plus déformée, elle commença à se voir comme leur sauveuse. Pourquoi devrait-il s'attarder dans des établissements en sous-effectifs et sous-financés ? Pourquoi les familles devraient-elles souffrir en regardant leurs proches se détériorer ? Pourquoi devrait-elle assister impuissante à ce qu'elle considérait comme une souffrance dénuée de sens ? L'insuline est devenue son arme de prédilection après des mois de mûre réflexion. En tant qu'infirmière diplômée, elle avait un accès légitime aux salles de médicaments. En tant que professionnelle de confiance, elle pouvait entrer dans les chambres des patients à toute heure sans être remise en question. Et en tant que substance, l'insuline était presque indétectable lors des autopsies de routine, les chutes de glycémie étant tragiquement courantes chez les patients âgés diabétiques. Elle commença à étudier les dosages, à rechercher la quantité nécessaire, la rapidité d'action. La première fois qu'elle aspira le liquide clair dans une seringue avec une intention meurtrière, ses mains étaient parfaitement stables. Elle avait trouvé sa vocation, aussi tordue soit-elle. Le premier meurtre confirmé a eu lieu par une froide nuit de novembre 2022. Une femme de 87 ans nommée Dorothy, frêle mais mentalement vive, avait été particulièrement difficile lors de sa routine de médication du soir. Elle avait demandé pourquoi sa dose d'insuline semblait différente, avait refusé de prendre des pilules qui ne semblaient pas correctes, avait été ce que Heather considérait comme insupportablement peu coopérative. La patiente avait même appuyé à plusieurs reprises sur son bouton d'appel, exigeant de parler à l'infirmière responsable des erreurs de médication. Cette nuit-là, alors que Dorothy dormait d'un sommeil agité dans son lit d'hôpital étroit, Heather entra dans la chambre avec une seringue remplie d'insuline, bien plus d'insuline que n'importe quel patient diabétique ne devrait jamais en recevoir. L'injection fut rapide, professionnelle, administrée avec la même précision clinique qu'elle avait perfectionnée pendant 2 décennies de soins infirmiers. Elle jeta la seringue dans le conteneur pour objets tranchants, nota les signes vitaux de routine dans le dossier médical de Dorothy et retourna au poste des infirmières pour continuer son quart de travail. La glycémie de Dorothy chuta rapidement, plongeant son corps en état de choc hypoglycémique. Sa respiration devint superficielle, son pouls irrégulier. À 4 heures du matin, elle était inconsciente. À 6 heures, elle était morte. L'équipe du matin trouva son corps et appela le médecin traitant, qui nota ses antécédents de diabète et signa un certificat de décès indiquant des causes naturelles, arrêt cardiaque secondaire à des complications diabétiques. La famille, dévastée mais pas surprise compte tenu de l'âge et des conditions médicales de Dorothy, organisa l'enterrement dans la semaine. Personne ne remit en question le décès, personne ne demanda de tests supplémentaires. Dans les maisons de retraite, la mort faisait simplement partie du cycle, attendue, inévitable, bureaucratiquement routinière. Mais quelque chose de profond s'était éveillé en Heather cette nuit-là. Le pouvoir absolu qu'elle ressentit alors que la vie s'échappait, le contrôle total qu'elle avait enfin sur des résultats qui l'avaient frustrée pendant des années, c'était plus enivrant qu'elle ne l'avait imaginé. Le meurtre avait été si simple, si propre, si définitif. Dorothy ne se plaignait plus, ne souffrait plus, et Heather avait été l'instrument décisif de cette paix. 3 semaines plus tard, elle tua de nouveau. Début 2023, les actes aléatoires de ce que Heather considérait comme de la miséricorde ne suffisaient plus à satisfaire sa compulsion grandissante. Elle développa des critères spécifiques pour sélectionner ses victimes. Les patients qui se plaignaient trop de leurs soins, ceux qui étaient impolis avec les membres du personnel, les résidents dont elle croyait qu'ils n'avaient plus de qualité de vie significative.
Sa logique tordue la convainquit qu'elle rendait un service essentiel, nettoyant le gâchis émotionnel et financier que les autres étaient trop faibles ou trop égoïstes pour gérer. Sa méthodologie devint de plus en plus sophistiquée et calculée. Elle a pris le moment parfait pour chaque établissement, lors des changements de quart où la documentation était précipitée, lorsque d'autres membres du personnel étaient occupés par des urgences dans d'autres ailes, lorsque les membres de la famille n'étaient pas en visite et ne remarqueraient pas de changements subtils chez leurs proches. Elle étudia l'emplacement des caméras de surveillance, mémorisa les angles morts dans les couloirs, perfectionna sa technique pour administrer des injections létales sans laisser de marques d'aiguille évidentes. Le rythme des meurtres s'accéléra de façon spectaculaire. Certaines semaines, elle tuait 3 ou 4 patients, se déplaçant entre différents établissements de l'ouest de la Pennsylvanie comme un ange de la mort méthodique. Elle gardait des notes mentales sur les patients dont les familles posaient trop de questions, ceux qui avaient des défenseurs susceptibles de demander des autopsies, les décès qui se fondraient parfaitement dans les statistiques de mortalité attendues des établissements de soins pour personnes âgées. Sa confiance grandit avec chaque meurtre réussi. Elle commença à prendre des risques qui l'auraient terrifiée des mois plus tôt, injectant des patients dans des chambres adjacentes au poste d'infirmière, tuant les nuits où les superviseurs faisaient leur ronde, et même assassinant des patients dont les familles étaient venues en visite quelques heures auparavant. Les décès se sont étendus à plusieurs maisons de retraite alors qu'elle changeait stratégiquement d'emploi, rendant le schéma presque impossible à détecter pour un seul administrateur. Heather avait réussi à instrumentaliser la confiance et la fragmentation systémique sur lesquelles le système de santé était bâti. La confiance, cependant, engendre le genre de négligence qui fait tomber même les prédateurs les plus prudents. En mars 2023, Heather choisit sa prochaine victime, Robert, un patient diabétique de 73 ans qui l'avait irrité en remettant en question à plusieurs reprises son calendrier de médication et en exigeant de parler au médecin de son plan de traitement. Elle attendit jusqu'à 3 heures du matin, entra dans sa chambre avec une furtivité exercée et injecta ce qui aurait dû être une dose létale d'insuline directement dans sa perfusion intraveineuse. Mais le corps de Robert s'est avéré plus résistant que celui de ses victimes précédentes. Au lieu de sombrer tranquillement dans l'inconscience et la mort, il a commencé à se débattre violemment dans son lit, appelant à l'aide dans la confusion et la détresse. Sa glycémie a chuté dangereusement bas, mais son système cardiovasculaire a lutté avec une force inattendue. L'agitation réveilla son colocataire, qui appuya immédiatement sur le bouton d'appel pour une assistance infirmière. Lorsque l'infirmière responsable de nuit arriva, elle trouva Robert en grave détresse hypoglycémique, transpirant abondamment, désorienté, son cœur battant de manière irrégulière. Ces symptômes étaient suffisamment graves pour justifier un transfert immédiat aux urgences de l'hôpital. Une infirmière praticienne à l'œil vif aux urgences, suspicieuse de cette présentation dramatique, ordonna une analyse de sang complète, y compris des niveaux d'insuline détaillés. Les résultats étaient stupéfiants. Le sang de Robert contenait des niveaux d'insuline astronomiques, près de 10 fois plus élevés que ce que son traitement médicamenteux prescrit pouvait expliquer. Pour la première fois, après des mois de meurtres systématiques, quelqu'un a prononcé le mot qui allait démanteler toute l'opération de Heather, suspect. Les administrateurs de l'hôpital commencèrent à consulter les dossiers médicaux de Robert, comparant le calendrier de son traitement aux horaires du personnel. Le nom de Heather figurait en bonne place dans la documentation de sa dernière nuit à la maison de retraite. L'enquête qui allait exposer le dernier monstre de l'Amérique venait de commencer. Lorsque les premiers reportages ont fait surface fin mars 2023 sur des décès inexpliqués dans des maisons de retraite de Pennsylvanie, l'histoire a explosé sur les réseaux sociaux avec la force d'un feu de forêt numérique. Les gros titres criaient à l'infirmière ange de la mort, traquant les patients âgés, et les détectives amateurs d'Internet ont commencé à relier obsessionnellement les points entre les emplacements des établissements, les dates de décès et les dossiers d'emploi. Les podcasteurs de True Crime ont disséqué chaque détail divulgué. Des groupes Facebook se sont formés du jour au lendemain, dédiés au suivi de l'enquête et au partage de théories sur l'ampleur des crimes. Le bureau du procureur général de Pennsylvanie a désespérément tenté de contrôler le récit, publiant des déclarations soigneusement formulées sur une enquête en cours sur des décès suspects, tout en refusant de confirmer des détails spécifiques.
Mais la panique s'était déjà propagée comme une contagion dans la communauté des soins aux personnes âgées. Les familles se sont précipitées pour déplacer leurs proches de tout établissement où Heather aurait pu travailler, créant le chaos dans un système déjà sous tension. Certaines maisons de retraite ont connu des départs massifs, laissant des patients vulnérables sans option de soins. Les marchés financiers ont réagi avec une brutalité prévisible. Les actions des grandes chaînes de maisons de retraite ont chuté alors que les investisseurs fuyaient tout ce qui était lié aux soins des personnes âgées. Les compagnies d'assurance ont commencé à revoir leurs polices et à exiger des protocoles de sécurité supplémentaires. La confiance dans l'ensemble du système de soins de longue durée, déjà fragile après des années de scandales liés à la Covid-19 et de défaillances réglementaires, s'est complètement brisée sous le poids de cette nouvelle horreur. Pendant ce temps, à huis clos, les forces de l'ordre coordonnaient la plus grande enquête sur les maisons de retraite de l'histoire de la Pennsylvanie. Elles ont méthodiquement exhumé des corps de plusieurs comtés, réexaminé des centaines de certificats de décès, interrogé des milliers de membres du personnel et de familles en deuil. Des experts en criminalistique numérique ont analysé les images de sécurité de dizaines d'établissements. L'ampleur des crimes potentiels de Heather est devenue plus claire de jour en jour. Au moins 17 décès suspects s'étalant sur plusieurs établissements et près d'1 an de meurtres systématiques, tous liés à une seule professionnelle de la santé de confiance qui avait exploité la confiance la plus sacrée de la société. Le 11 mai 2023, la police est arrivée au modeste appartement de Heather Presdy dans le comté de Butler. Elle a ouvert la porte en blouse médicale, venant de rentrer d'un quart de nuit. Les agents qui l'ont arrêtée ont décrit plus tard son comportement comme anormalement calme. Pas de surprise, pas de larmes, pas de protestation d'innocence. Elle a simplement demandé si elle pouvait se changer avant qu'il ne l'emmène. Lors de son interrogatoire, Heather a parlé de ses victimes avec un détachement clinique. Elle a admis certains des meurtres, mais les a présentés comme des actes de compassion. « Ils souffraient », a-t-elle dit au détective, la voix plate et sans émotion. « Je les aidais à trouver la paix. » Lorsqu'on l'a interrogée sur les patients qui n'étaient pas en phase terminale, elle a affirmé qu'ils n'avaient aucune qualité de vie. Les psychologues qui l'ont évaluée ont noté son manque total d'empathie, sa croyance narcissique qu'elle seule comprenait ce qui était le mieux pour ses patients. Elle avait réécrit le meurtre en miséricorde, du crime en compassion. Même lorsque les preuves s'accumulaient contre elle, elle maintenait cette image de soi déformée. Elle n'était pas une tueuse, elle était une guérisseuse qui avait le courage de faire ce que les autres ne feraient pas. Le 2 mai 2024, Heather Presdy se tenait devant une salle d'audience comble alors que le juge Gregory Kritzer lisait sa sentence. Les chefs d'accusation étaient stupéfiants. 3 chefs de meurtre au premier degré, 19 chefs de tentative de meurtre et plusieurs chefs de voies de fait graves. Les preuves contre elle étaient accablantes. De l'insuline trouvée chez des victimes non diabétiques, sa présence à chaque décès suspect, ses propres aveux aux enquêteurs. Les familles de ces victimes remplissaient la salle d'audience, certaines pleurant ouvertement en entendant les détails des derniers moments de leurs proches. D'autres fixaient Heather avec un mélange de rage et d'incompréhension. Comment quelqu'un qui avait prêté le serment de guérir avait-il pu devenir un tel instrument de mort ? Le juge Kritzer l'a condamnée à 3 peines de prison à vie consécutives, plus 380 à 760 ans de prison, s'assurant qu'elle n'aurait plus jamais l'occasion de nuire à une autre personne vulnérable. Alors que l'huissier l'emmenait, Heather n'a montré aucune émotion. Même dans la défaite, elle semblait croire qu'elle avait été incomprise plutôt que démasquée. En fin de compte, Heather Irene Presdy représente la perversion la plus sombre de tout ce en quoi nous avons confiance dans le système de santé. Elle a pris le serment sacré de « d'abord ne pas nuire » et l'a transformé en arme. Elle a utilisé sa position de confiance pour s'en prendre à ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Elle a transformé des lieux de guérison en terrain de chasse. Les familles des victimes se débattent encore avec des questions qui n'ont pas de réponse satisfaisante. Combien d'autres sont morts de sa main ? Depuis combien de temps tuait-elle avant que quelqu'un ne s'en aperçoive ? Leurs proches auraient-ils pu être sauvés si quelqu'un avait parlé plus tôt ? Peut-être que l'aspect le plus glaçant de son cas est la facilité avec laquelle elle a navigué dans le système de santé, la façon dont ses crimes sont passés inaperçus pendant des mois. Elle a exploité la compassion même qui rend les soins de santé possibles, la confiance que les patients et les familles doivent placer en ceux qui s'occupent des plus vulnérables.
Elle portait l'uniforme d'un ange, mais ses mains ont apposé les signatures de la mort.